Bonsoir à tous, donc moi c'est Claire, comme l'a dit Sylvia, je suis product manager chez Tiga depuis 2 ans et je suis en mission chez Oui SNCF avec Olivier. Alors moi je m'appelle Olivier, comme vient de dire Claire, et donc je suis, ça va, on est en cohérence, et du coup moi je suis product manager donc, sur Cat Future Team, et du coup on va vous parler un petit peu d'agilité. Pardon, d'agilité à l'échelle, et avant ça on va parler d'un peu de contexte. Alors, qui on est, oui, SNCF? Grosse surprise. Du coup, ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on est une petite boîte, mais finalement pas du tout. On est présent en Europe derrière la marque oui, SNCF, mais également présent un peu partout dans le monde derrière une marque qui s'appelle Rail Europe, et on est également distributeur de toutes les mobilités SNCF, donc avec Ouigo, Wicard, Ouibus, etc. Donc ça représente quand même 1100 collaborateurs, cette entreprise. Et donc on est le premier site de voyage en ligne français. On a un volume d'affaires qui est de 4,6 milliards, donc qui est pas négligeable. Et donc on vous a donné quelques chiffres, donc ça résume en fait à 4 millions de visiteurs uniques par mois. Lors des pics ODV, donc l'ouverture des ventes, on vend 40 billets par seconde. Et donc ça donne à peu près 97 millions de billets vendus en 2007 et 15 millions de téléchargements de l'appli. Donc voilà un peu pour le sizing de ouisncf.com. Petite histoire, donc on a entamé notre transformation en 2013. Avant, on était organisé en organisation classique, finalement, en cycle en V, donc on avait des développeurs qui développaient, on avait des testeurs qui testaient, et on mettait en prod 6 versions par an. En 2013, on a changé un petit peu, on est passé en agilité, donc en méthode Scrum ou Kanban, c'était assez libre, et donc on avait des fronts IT dédiés pour chaque business unit, et du coup on a réussi à augmenter en fait, notre nombre de versions par an, et on est passé à toutes. Et en 2016, c'était un petit peu le Big Bang, donc on a basculé en approche produit, donc on a créé une entité produit propre, et on est passé également en mode Future Team. Ces Future Team, en fait, elles ont eu pour mission de sortir de ce qu'on appelle le legacy, donc l'ancien site voyagesnc.com, et on l'a fait page par page. Donc, typiquement, une Future Team de vie, son but c'était de recréer une page de vie sur une nouvelle techno, avec des objectifs un peu produits, et là on est passé à 16 mails par mois. C'est quand même un sacré gap par rapport à l'année d'avant. Alors, une feature team chez Oui SNCF, c'est assez classique. On a des PO, généralement par paire, de 2, pour pas qu'ils s'ennuient. Un Scrum Master, un UX UI, parfois c'est une personne, parfois c'est 2 personnes, parfois c'est des personnes qui sont partagées avec d'autres équipes. Du QA avec un testeur au moins par équipe. Et un super duo développeur et ops. Donc cette feature team, elle est autonome sur sa conception, sur ses développements, sur les mises en production. L'idée, c'est de pouvoir travailler en toute autonomie et de délivrer de la valeur le plus rapidement possible. Ces feature teams, elles ont été créées avec 2 piliers dans l'entreprise, donc 2 philosophies qui est l'agilité, donc effectivement avoir des équipes Scrum et des équipes Kanban qui sont en mesure de délivrer de la valeur incrémentale donc, régulièrement. Donc ça, c'est déjà il y a un moment, donc c'est une partie qui est assez bien maîtrisée et l'objectif actuel, le grand enjeu, c'est de pouvoir faire des mises en prod sans les mains, donc d'où l'intégration des ops aux équipes et s'assurer qu'il y a 0 truck factor sur les mises en production. Donc l'ops n'est pas là, c'est pas grave, on veut résoudre un bug en prod, on peut quand même faire la mise en production. Le deuxième pilier, c'est la culture produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est choisir les sujets par la valeur, donc c'est prioriser les sujets par la valeur, définir des OKR, définir des KPI, faire des A/B tests, s'assurer que sur des refontes un peu touchy, on fait des user panels, donc on interroge nos utilisateurs, et voilà, la culture produit. Du coup, on a créé plein de feature teams, pour se retrouver avec 17 feature teams d'un coup. Et le parcours client, il est réparti sur ces 17 teams. Donc, par exemple, au début, je lance une recherche, je suis dans une feature team. Et puis, finalement, j'arrive à la fin et j'ai traversé donc 1, 2, 3, 4, 5 feature teams à peu près.
Et ces feature teams, elles priorisent chacune leur sujet en délivrant donc, ce qu'on appelle des 369. Alors un 369, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui récapitule ce qu'on va faire à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois, avec de plus en plus de précision sur le 3, le 6 et le 9. Oui, il y a des petites équipes qui sont mortes. Et alors. Non mais on pilote quoi, quand on n'a plus besoin d'une équipe. Donc ce que je disais, c'est que l'autonomie des équipes elle est très forte. On a 17 roadmaps et chaque équipe a sa priorisation. On se rend compte que les PO discutent entre eux mais ne discutent pas trop de leurs produits, plutôt d'autres choses. Et du coup les priorités sont peu communiquées, peu unifiées, sachant qu'aussi quand on a lancé toutes les feature teams, certaines feature teams ont fait des choix technologiques propres aux développeurs de cette team-là, ont fait des choix de conception différents, et que comme on sortait du legacy, on pouvait faire plus de 6 versions par an et mettre en production toutes les 3 semaines. Donc ça a conduit à quelques petits couacs. Par exemple, le traitement du sujet des voyageurs à mobilité réduite, on avait quelques teams qui avaient priorisé ce sujet dans leur roadmap, mais pas toutes. Du coup, le client, en fait, il ne peut pas faire un parcours bout en bout et on n'arrive pas à lui assurer de la cohérence sur l'ensemble du parcours. Donc on a ce problème-là, mais on doit quand même réussir à délivrer des sujets transverses, c'est-à-dire par exemple un sujet transporteur comme TGV Max, c'est-à-dire la SNCF nous dit voilà, moi je veux vendre des cartes d'abonnement qui coûtent tant et pouvoir vendre les trains à 0 € sur ces cartes. Là, il n'y avait pas beaucoup de solutions parce qu'il y avait une forte deadline, il fallait que toutes les équipes soient synchronisées pour pouvoir vendre le produit. Donc finalement, on a essayé de se synchroniser de manière plus forte et plus régulière. Donc à ce moment-là, la solution qu'on avait trouvée, c'était tout simplement faire une revue du backlog de chaque équipe chaque semaine avant la sortie du projet. On a presque réussi, il nous manquait que le mobile au moment de la sortie. Donc on a quand même presque réussi. Alors, comment on fait pour s'en sortir avec autant de feature teams et avec ces problèmes d'alignement, etc., etc. Finalement, ça passe par l'acquisition de nouveaux codes. Et en fait, ils ne sont pas si nouveaux que ça, ces nouveaux codes. En fait, on a tout simplement puisé sur les pratiques de chaque feature team. Et pour ça, donc on a créé un backlog produit. Donc un backlog qui finalement recensait tous les besoins transverses qu'on pouvait avoir. Et on a eu un tableau Kanban, donc qui était finalement la vie de ce backlog et qui a retraversé finalement la vie d'un produit au sein de l'ISNCF. On a également repris des rythmes qui étaient communs en feature team. Donc typiquement, on a un point de synchronisation tous les lundis matins avec tous les PO, donc ça fait un beau petit paquet. Et sur le mode un peu daily scrum. Donc qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, et on partageait un peu l'actualité, ça nous permettait potentiellement d'identifier des dépendances ou des choses un peu oubliées. Et qu'est-ce qu'on avait également? On a ce qu'on appelle les backlog roaming. Donc les backlog roaming, c'est des séances qu'on a tous les vendredis après-midi. Et en gros, on réunit également les PO autour d'une thématique, d'un dossier, et on invite des devs, des UX, d'autres personnes qui ont trait à ce dossier, et on essaye de creuser, d'étudier ce dossier de manière un petit peu globale. Et enfin, dernier élément qu'on a puisé dans la philosophie des feature teams, c'est finalement les démos conjointes. Donc on en a organisé une, Claire a parlé de TGV Max, donc on en a organisé une au niveau de l'entreprise. On a reparcouru un petit peu tout le parcours client, et ça permettait finalement de présenter un parcours qui était sans couture. Et on a finalement aussi synchronisé les recettes pour tester un petit peu ce bout en bout. Mais c'est pas tout. Alors ce sol il fait un peu peur, mais tout va bien se passer. On a également travaillé sur la prio, parce que du coup en tant que direction de produit, vous pouvez voir, on a quand même beaucoup de stakeholders. Donc on a les business units, le marketing, nous-mêmes, parce que du coup on contribue finalement à des nouvelles fonctionnalités, et on a le PSCP, donc la partie un peu IT. Donc comment on s'arrange en fait avec tous ces stakeholders? C'est finalement on leur demande de créer un brief. Un brief, c'est finalement rapidement quelques mots décrire cette fonctionnalité qu'ils veulent,
Et c'est surtout, on leur demande de donner déjà des premières indications en termes de KPI. C'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, la SAP client, du business, etc. etc. Et c'est avec ces éléments-là qu'on adresse déjà une première liste priorisée en fonction de ces KPI. Une fois que cette liste est faite, c'est assez simple. Et finalement, puisqu'on les bascule en pré-étude pour tester l'étude d'opportunité, on commence à étudier un peu la solution technique et on voit par rapport au gain estimé si ça tient toujours. Et si ça tient toujours, on part en delivery, c'est-à-dire en étude ou en développement. Donc petit focus, bienvenue dans mon monde, sur le Release Planning Day. Pourquoi on voulait vous en parler? Parce que c'est un événement qui est central pour nous, qui permet l'alignement de toutes les feature teams. Donc quand je vous ai parlé tout à l'heure finalement du backlog, etc., vous l'avez ici, donc qui est classé par ordre de priorité. Et ce qui se passe lors de ce fameux Release Planning Day, c'est que chaque détenteur de fonctionnalité ou de produit vient pitcher lors de cette journée un peu sa fonctionnalité et demande finalement au future team de venir coller leurs US ou leurs features sur leur partie correspondante. Donc ce qui fait qu'il y a un dialogue forcément qui se crée pendant ce Release Planning Day, parce que du coup un PO de vie discute avec un PO panier et c'est comme ça qu'on tire finalement toutes les dépendances. Donc là vous avez les future teams ici, plus des plannings, des assets correspondants. Ce Release Planning Day donc, il vient toute une journée et à la fin de chaque sujet, on demande au porteur finalement le dossier qui est présent avec les PO au moment où les PO collent leur post-it de faire la récite globale finalement à tous les autres PO. Et ensuite on donne un petit indice de confiance, donc c'est assez variable. Je crois qu'il y a des 0% quelque part. Pour voir si le dossier mérite d'être retravaillé ou pas. Voilà. Donc ça, finalement, ça nous donne une vision à 3 mois. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que c'est pas finalement un calendrier fixe. Ça nous sert de base finalement à identifier les dépendances. Et ce board, finalement, il est affiché donc dans la salle où se réunissent les PO tous les lundis. Et on rediscute finalement des dépendances, il y a des choses qui changent, etc. Et ça nous permet finalement de glisser un petit peu les différents post-it et d'identifier facilement finalement les dépendances. Alors, on avait travaillé pour résoudre un petit peu les dépendances, les problématiques entre toutes les FT sur la partie projet, mais finalement on s'est aperçu l'année dernière que manquait quelque chose et finalement c'est cette approche produit. Cette approche produit, en fait, c'est l'appropriation d'une culture. Cette culture, finalement, chose surprenante, on s'est basé sur ce que font toutes les FT. C'est-à-dire qu'on a redéfini une vision globale pour toutes les FT, où toutes les FT sont rapprochées, qui a donné lieu finalement à une stratégie qui a été repensée au niveau des domaines. Et cette stratégie, finalement, elle a débouché sur une tactique qui était mise au point par toutes les futures teams. Donc, pour vous donner un exemple concret, je vais laisser parler Claire. Du coup, comme on vient de le dire, on a des projets et un cadre produit. Maintenant, on se dit qu'il faut développer notre culture de la performance et notamment s'assurer que tous les projets sont en cohérence avec cette vision produit. Alors, du coup, ça fait un peu échelle et descendant, mais en premier lieu, on a le groupe SNCF qui émet une feuille de route avec 5 axes prioritaires stratégiques à traiter dans l'année. Par exemple, il y en a un, c'est être le meilleur compagnon de voyage. À partir de là, la direction produit, elle va déterminer des KPI à atteindre sur l'année en se basant sur les réalisations de l'année précédente. Une fois que la direction produit a déterminé ses KPI et ses objectifs, ça va permettre au domaine, donc un domaine regroupe plusieurs feature teams en fonction de la cohérence entre ces feature teams, le domaine va lui-même décliner ses objectifs en ambitions et en KPI qui lui sont propres. Et enfin, les feature teams vont prendre ces ambitions du domaine et déterminer leurs propres ambitions. Donc ça fait un peu beaucoup d'échelle, mais je vous assure que le résultat est assez cohérent. Du coup, on a des objectifs au niveau de la feature team qui sont agrégés au niveau domaine et qui doivent répondre aux objectifs de la direction produit. On a 2 publications phares qui nous permettent de suivre cette perf, qui sont du coup le Product Performance Board, qui donne un état des lieux régulier des objectifs chiffrés de la direction produit,
et le Product Scoreboard qui lui agrège l'intégralité de tout le delivery de toutes les feature teams chaque mois. Donc sur une page, par exemple, du Product Scoreboard, on va expliquer qu'est-ce qu'on a fait, quel était l'objectif business, qui était la cible, quels sont les indicateurs de performance, est-ce que c'était du web, du mobile, du marché français, du marché international. Donc ça, c'est la manière dont on essaye vraiment de s'approprier les KPI, c'est-à-dire qu'au niveau feature team, chaque PO est lui-même responsable du suivi de ces indicateurs, que ce soit à travers des indicateurs techniques, des indicateurs fonctionnels, des études Content Square pour vérifier pour gagner en connaissance sur le comportement des utilisateurs. Ça part vraiment à la base, la base c'est quand même la feature team. Et d'ailleurs, Olivier va vous raconter une anecdote. Ok, j'ai une pression. Pas vraiment en fait, mais ok, je peux raconter. Non, ce qui est intéressant, ça fait très modèle finalement descendant, le top décide et puis le peuple fait. En fait, on fait des rétros à mi-année sur ces ambitions, donc que ce soit feature team, domaine ou direction produit. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement le rythme s'inverse finalement. C'est des feature teams qui vont faire un rec, se dire ok, tel objectif, on est dans les clous et j'ai poussé d'autres fonctionnalités, on peut viser plus haut. Il y a aussi des cas où c'est plus compliqué, ça arrive, et finalement qui influent sur le domaine. Moi, sur ma rétro du domaine search, parce que je suis sur le domaine search, j'ai modifié en cours d'année finalement mes ambitions parce que les future teams ont monté tout un tas d'insights et on a rebasculé finalement sur une autre stratégie. Et cette modification finalement de domaine, elle se répercute ensuite sur la direction produit. Donc finalement, on a un mouvement qui a tendance finalement à s'inverser et qui est assez intéressant. Mais la culture produit, c'est aussi finalement la diffusion d'une certaine idée, finalement d'une certaine symbiose entre les PO. Donc là je prends les centres de communauté, c'est la communauté PO. Donc on se voit tous les vendredis, une semaine sur deux, dans ce qu'on appelle en fait les cafés PO. Donc on organise des ateliers sur la partage de pratiques, etc. Donc le but, c'est véritablement diffuser finalement ce qui se fait de mieux au sein de chaque équipe. Donc finalement, ce qu'on s'aperçoit normalement, c'est qu'il y a tout un tas de rythmes qui sont partagés. Et cette communauté, elle est aussi basée sur ce qu'on appelle l'holocratie. Finalement, c'est organisé en fonction de cercles d'intérêt, donc un cercle qui organise des ateliers. Et on a également un cercle budget, ou apéro-PO, on va dire, donc qui organise des petites virées tous les mois. Et donc on fait des soirées de Noël qui sont sympas. Donc là, on est à peu près tous nets. Et c'était plutôt cool. Donc tout ça en fait c'est super important parce que ça crée finalement une solidarité, ça fluidifie finalement le dialogue et on voit tous les lundis matins finalement quand on se recroise dans un état plus ou moins net que finalement on arrive à partager beaucoup plus facilement les choses et ça crée finalement une certaine solidarité. Donc ça c'était quand même super important. Et maintenant, donc, qu'est-ce que finalement toutes ces actions ont donné et ont concrétisé? Donc pour vous donner quelques chiffres, finalement la direction produit c'est 231 collaborateurs et 17 future teams, moins les deux que Claire a éliminés. Donc il y a deux parties finalement. On conserve, malgré tout ce qu'on a mis en transverse et finalement qui peut apparaître comme quelque chose d'assez lourd, parce que du coup on resynchronise les équipes autour d'objectifs qui sont globaux, on les repartage, etc. On conserve finalement la force des future teams qui est de mapper tous les 15 jours. Les future teams finalement elles continuent à pousser des petits incréments et ça ne met pas finalement en cause leur ADN propre. Finalement on fait toujours 336 mises en prod, elles ont toujours une capacité d'innovation, parce que cette année en 2017, pardon, on a fait 48 AB tests de mémoire, l'année d'avant on en avait fait 70, donc elles continuent à innover. Et ça se ressent finalement sur nos KPI qui sont liés à nos clients. On arrive finalement à avoir un taux de conversion, les gens achètent plus chez nous, on télécharge plus l'application mobile. Et après, petite satisfaction personnelle, on a quand même réussi à avoir quelque chose de qualité, puisqu'on réussit à baisser de 88% le temps de résolution de nos anneaux critiques. Mais c'est pas fini. On
a eu des difficultés, on a trouvé des moyens de les surmonter par rapport finalement à une organisation un petit peu transverse. Mais on continue à trouver de nouvelles expérimentations parce qu'on rencontre toujours de nouvelles difficultés. Alors, je sais que c'est un message d'espoir que je porte. Par exemple, un cas très concret, il y a l'année dernière, on a changé de nom. On est passé de SNCF.com à Oui SNCF. Et on s'est rendu compte que finalement, le mode en Future Team était extrêmement consommateur. Typiquement, dans mon domaine, j'ai une équipe de BI qui a son propre moteur de recherche, j'ai une équipe homepage qui a son propre moteur de recherche, et quand on est passé finalement sous la bannière Oui SNCF, j'ai dû modifier 2 fois le booking. Donc c'était très consommateur. En plus, il fallait synchroniser sur les pictos, est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que c'est la bonne charte, etc. Donc on tente une expérimentation qui est inspirée du modèle Spotify. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à consulter l'article de Kniberg, et qui est l'organisation en tribu. Finalement, moi en tant que PM Search, j'anime la tribu Search. Donc l'idée, c'est un peu de casser ce principe qu'on avait à la base, qui était une Future Team égale une page du parcours. Finalement, ce qu'on essaye de fabriquer, c'est que sur une page de vie, j'ai des équipes composantes. J'ai une équipe booking, j'ai une équipe calendrier des prix, j'ai une équipe recherche de train. Et tout ça, finalement, ça crée une colocation sur la page de vie. Ce qui évite, finalement, d'avoir des devs un peu multiples, etc. On travaille également sur un design system, donc qui est finalement de pouvoir s'accorder sur le design du site. Et enfin, dernière pratique qu'on essaye de lancer, qui s'appelle le G20, ça fait très pompeux. C'est 20 managers qui sont issus de l'IT, du produit, des designers également, et qui essayent finalement de traiter des problématiques transverses, mais de manière collégiale. Typiquement, des choses très sexy comme le budget. Donc on essaye de résoudre ces problèmes. Donc on a adopté l'agile, donc c'est-à-dire qu'on a des sprints d'un mois, donc c'est un peu plus long que les équipes. Et pendant ce sprint d'un mois, en fait, on se réunit de manière transverse pour essayer de résoudre le problème et de le partager en démo auprès des équipes. Donc voilà, donc finalement ça s'arrête vraiment jamais. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et enfin, je vais faire aussi la petite pub, parce que nous également, on recrute également. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir voir mon chef qui est assis en train de regarder son portable. Voilà.